Si The Last of Us a autant marqué les esprits, ce n'est pas que pour son gameplay, pour son histoire ou pour ses personnages. En plus de ses qualités, The Last of Us explore des thèmes très puissants. La famille, la survie, la perte d'un être cher, la souffrance ou encore le sacrifice. Les deux volets proposent en plus une orientation scénaristiquement controversée, au point où ces deux-là auront suscité des débats assez houleux, mais néanmoins intéressants. Si on aime autant The Last of Us, c'est parce qu'on est comme attiré, fasciné par son univers en lui-même, à savoir un monde post-apocalyptique. Mais c'est pas que ça. Réduire The Last of Us à un simple jeu ou une simple série prenant place dans un univers post-apocalyptique serait quand même assez réducteur. En ce qui me concerne, je connais aucun délire post-apo qui me fascine autant que celui-là, alors que pourtant des films, des séries, des jeux vidéo, des comics ou des romans qui prennent place dans un monde complètement ravagé, j'en ai sifflé pas mal. J'estime que parmi tous les jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer, The Last of Us est celui qui propose l'univers post-apo le plus riche jamais vu, et je sais que les fans de Fallout et Borderlands ou des trucs comme ça vont me sauter à la gorge pour avoir dit ça. Mais que vous aimiez ou pas The Last of Us, comprenez qu'on parle là des plus gros hits de l'année 2013 et de 2020. On parle de deux jeux ayant poussé très loin au niveau du qualitatif, et pas seulement concernant le gameplay, qui lui a bien su évoluer avec les années. Au niveau du réalisme, de l'attention dans le détail, on a affaire ici, j'estime, à deux chefs-d'œuvre. Le monde de The Last of Us est un monde à laisser à l'arrêt, en stand-by. Mis à part quelques centres urbains ayant été bombardés pendant les débuts de l'infection, le reste du territoire est comme laissé dans un abandon définitif. Un monde qui aura basculé en très peu de temps et qui aura figé l'histoire de l'humanité à tout jamais. Et pour cette vidéo, on va se pencher sur les débuts de l'infection, sur les premières heures et les premiers jours du chaos. On va suivre l'histoire de façon chronologique et on va essayer de voir encore au-delà de ce qu'on a vu à travers les yeux des personnages que l'on a pu incarner et qu'on a pu voir dans la série. Je vais me baser sur toutes les infos que j'ai pu gratter dans les jeux, dans la série HBO, mais aussi par rapport à mes théories personnelles quant à ce que peut contenir ce nouveau monde qui est, comme vous le savez, aussi cruel qu'impitoyable. Alors c'est parti, découvrons ensemble le premier épisode de cette série de vidéos qu'on va appeler The Last of Us, le monde d'après. Les origines de l'infection du cordyceps ont toujours été plus ou moins vagues dans le jeu. C'est brièvement abordé, mais on est pas mal de gamers à être passés à côté de pas mal de détails. À côté des origines de l'infection et du pourquoi le cordyceps a muté de simples champignons parasites pour insectes à infections ultra contagieuses s'attaquant aux humains. Heureusement, la série d'HBO nous en apprend davantage sur ce truc. D'ailleurs, j'en profite si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui traite justement du cordyceps, ainsi que des différentes formes d'infection que l'on voit dans le jeu. Ça devrait vous plaire. Dans la scène post-intro de l'épisode 2, on apprend que le champignon se serait développé sous une nouvelle forme. Une forme évoluée et ultra agressive dans une minoterie, une usine à farine basée à proximité de Jakarta, en Indonésie. D'après Ibu Ratna, une professeure en mycologie, la farine serait un substrat parfait pour que le cordyceps puisse se développer rapidement, avec tous les nutriments nécessaires à sa survie, couplé à l'augmentation des températures, chose qui est brillamment mise en avant dans l'excellent et glaçante scène pré-générique du tout premier épisode de la série. Concernant le jeu vidéo, l'origine n'est pas concrètement exposée. En cherchant un peu à l'époque, on pouvait lire que le champignon se serait développé dans des produits alimentaires en provenance cette fois d'Amérique du Sud. Et ce qui est tragique, c'est que dans ces deux cas de figure, l'infection aurait pu être contenue à quelques heures près. Dans le cas de la série, si l'infection avait été prise à temps, il y aurait eu de fortes chances pour que le cordyceps dévaste complètement le gros de la ville de Jakarta et une partie de l'Indonésie, compte tenu de la densité de la population présente dans ce coin-là. Les pertes au niveau du bilan humain auraient été catastrophiques, mais au moins le reste du globe aurait été épargné, vu qu'on est sur un archipel. Mais concrètement, on n'a aucune idée de comment le patient 0 a été infecté par le cordyceps, à savoir la toute première personne qui a été contaminée par le champignon. On peut supposer que la première victime ait consommé des produits contaminés par le champignon, des produits directement sortis en bout de chaîne de l'usine. Malheureusement, le temps que les premiers symptômes se déclarent chez les premiers infectés, la farine et les produits transformés de cette usine ont directement été livrés aux quatre coins du globe. D'après ce que l'on sait, il faudrait un peu moins d'une journée pour être définitivement parasité par le champignon après avoir ingéré un aliment contaminé. La preuve avec la grand-mère du premier épisode. Dans la matinée, on lui fait ingérer ce qui est sans doute un bout de gâteau infecté par le champignon, et tard dans la nuit, un peu après minuit, son organisme est intégralement supplanté par le cordyceps. Ça veut dire que pendant que des milliers et des milliers d'infectés massacraient complètement la population de Jakarta, le reste du monde était à peine en train de consommer les aliments qui leur réserveraient le même sort. Pendant que les Américains mangeaient leurs pancakes le matin, Jakarta devait faire face à un chaos sans précédent dans son histoire. Dans la série, on comprend que le gros des gens sont infectés par le cordyceps dans la matinée, et c'est au cours de l'après-midi que les premiers cas ont commencé à sérieusement se manifester. Et au cours de la nuit, l'intégralité des gens contaminés se transformeront presque dans le même timing. Essayez d'imaginer l'angoisse. Vous êtes en pleine panique. Impossible de comprendre quoi que ce soit ce qui se passe autour de vous. Tout ce à quoi vous pensez, c'est vous mettre en sécurité, vous et vos proches, avec le risque de vous faire massacrer par des armées d'infectés, et cerise sur le gâteau, vous n'avez plus d'électricité, plus de réseau, plus de possibilité de vous fournir en eau, de conserver une partie de vos aliments. Essayez un peu d'imaginer l'enfer qui se prépare, car la outbreak n'est que le début et pratiquement personne n'est en mesure de prendre pleinement conscience de ce qui se prépare dans l'avenir. En dépit du discours démoralisant et catastrophiste propre à bon nombre de nos contemporains, nous sommes en réalité bien plus positifs et bien plus sensibles à l'espoir que vous ne le croyez. Et c'est pour ça que le monde tient bon et garde quand même l'envie de s'accrocher et de continuer malgré les événements propres à chaque individu. Et croyez-moi que dans ce genre de situation, dans une situation aussi catastrophique, je suis convaincu qu'on tiendrait justement le coup en restant positif au maximum. Peut-être pas
en apparence, mais au moins dans les faits et les gestes, car c'est très souvent dans les moments de chaos que l'on montre ce pourquoi nous sommes là, pour vivre, ou plutôt pour survivre à n'importe quel prix. Essayez de vous imaginer dans une situation pareille. Que feriez-vous? Est-ce que vous barricaderiez ou est-ce que vous prendriez votre bagnole pour vous barrer le plus loin possible? Parce que croyez bien que dans ce genre de scénario, n'imaginez surtout pas que vous allez jouer au soldat ou au guerrier à la Mad Max. Quand tout commence à chauffer, c'est justement là qu'on prend conscience que, contrairement à dans les jeux vidéo, on n'a qu'une seule vie et il faudra faire ça sans soins, sans secours, sans hôpital, sans rien en fait. D'ailleurs, les hôpitaux, faut qu'on en parle. Parce que s'il y a bien un endroit où je n'aurais vraiment pas voulu me trouver pendant l'outbreak, eh ben c'est bien dans un hôpital. C'est ici que les foyers d'infection seront les plus importants. Essayez d'imaginer dans chaque ville des hôpitaux assiégés par des hordes de gens accompagnant leurs proches avançant des marques d'infection prononcées. Tous ces gens réunis ici dans l'espoir de trouver une solution pour ce qui s'annonce être un virus inconnu. On peut imaginer que bon nombre de gens ont dû se rendre à l'hôpital pendant qu'ils affichaient les derniers stades de l'infection, à savoir des maux de tête horribles, des tremblements et des marques vraiment atroces sur le corps. Imaginez un peu les couloirs d'hôpitaux complètement débordés, avec des infirmières et des médecins en train d'accourir dans tous les sens, avec des gens qui se bousculent dans un brouhaha infernal, avec des bébés qui hurlent dans les bras de leurs parents, qui commencent à trembler des mains à cause du cordyceps, qui doucement prend le contrôle de leur corps et de leur système nerveux. Tout le monde le sent, tout le monde commence à sentir en lui un instinct très primaire, un instinct de survie qui commence à faire comprendre que ça va bientôt péter. Imaginez les ambulances en trafic ininterrompu, ramener à l'hôpital des malades ou des infectés, bientôt transformés en créatures assoiffées de sang, des créatures qui grossiront les rangs de tous les hôpitaux, qui deviendront en l'espace de quelques minutes une boucherie dont presque personne ne pourra échapper. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué à The Last of Us Partie 2, le niveau de l'hôpital, je pense que vous vous en rappelez encore. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. En ville aussi, c'est la panique et le chaos. Les gens se font attaquer dans les rues. Les flics pris dans la panique sont amenés à faire feu, aussi bien sur des gens normaux que sur des infectés qui leur foncent dessus. Les premiers morts commencent à joncher les trottoirs et les routes. Profitant de la confusion, des groupes de pillards commenceront à s'organiser presque à l'instinct pour prendre d'assaut les boutiques qui vendent des téléphones portables ou des bijoux. C'est l'anarchie, tout le monde court dans tous les sens. On voit des gens se faire attraper par d'autres. On voit toutes sortes d'individus lutter contre d'autres sur le bitume. On entend des femmes pleurer, des enfants sangloter, des hommes hurler de douleur. Il y a du sang partout, des incendies se déclarent dans les immeubles, des coups de feu. Il faut partir d'ici, maintenant. Certaines personnes prennent la décision de s'abriter dans des lieux confinés, en sous-sol, comme dans les souterrains ou dans les métros. Le problème, c'est que d'autres centaines de personnes ont eu la même idée. Et ces centaines de personnes seront eux suivies par des infectés ayant entendu leurs hurlements de panique. Des endroits aussi exigus et anxiogènes que les stations et les couloirs de métro ont dû subir des assauts monstrueux, dont aucun témoin d'ailleurs n'a pu sans doute en réchapper. En surface, c'est l'enfer, et dans les souterrains, c'est encore pire. Et dans ce genre de situation, on serait très content d'être bien tranquille chez soi. Partez du principe que vous vivez seul, que vous habitez dans une ville moyenne, dans un coin genre pavillon de banlieue périphérique, avec assez de bouffe, d'eau et d'énergie pour tenir un moment. Et après ? Essayez un peu d'imaginer l'angoisse. Vous vous barricadez chez vous, vous verrouillez toutes les portes. La télé ne diffuse plus qu'un simple message qui indique l'état d'urgence. Au niveau d'internet, vous avez rien, plus de réseau. Le standard de téléphone est complètement saturé ou ne répond plus. La police et les pompiers sont submergés comme jamais ils l'ont été. Vous vous retrouvez complètement seul dans le noir. Du moins jusqu'à ce que vous tendiez l'oreille et jusqu'ici, vous n'aviez jamais entendu des bruits pareils. L'alarme d'une voiture dans la rue, une vitre qui vient d'exploser, les voisins qui sortent en panique de chez eux pour remplir leur voiture par une montagne de sacs de voyage. Au loin, des cris. De la fumée et un climat de terreur commence à devenir de plus en plus palpable. De toute façon, c'est foutu. Tôt ou tard, vous serez obligé de sortir, au moins pour vous ravitailler. Du moins, si vous arrivez à tenir jusque-là, avant qu'un infecté débarque chez vous ou un groupe de pillards vienne vous suriner. Malgré ce qui se passe, au bout d'un moment, vous serez tenté de sortir. Les zones peu densément peuplées verront peu d'infectés traîner dans les rues. Du moins, au début, parce que le gros d'entre eux seront attirés par les milliers de sources de bruit émanant des centres urbains. Explosions, aboiements, crash de bagnole, coups de feu, cris de terreur. En sortant de chez vous, vous remarquez que certains ont cloué des planches à leurs fenêtres. Certains se sont barrés en catastrophe en laissant tout ouvert chez eux. En sortant, vous n'avez aucune idée de ce qui peut advenir. Vous pouvez aussi bien vous blesser bêtement en escaladant le mur d'une propriété, vous pouvez vous faire renverser par un chauffard en panique, vous prendre une balle perdue, ou vous faire attaquer par un ou plusieurs infectés. Vous pouvez bien sûr tout aussi bien croiser un autre groupe de survivants qui deviendront votre nouvelle famille, ou vous pouvez aussi bien croiser une patrouille de l'armée qui vous fera transiter dans une zone fortifiée. Une chose est sûre, le monde ne sera plus jamais comme avant. En réalité, il vient de prendre fin. Nous ne sommes qu'au début de la disparition de la civilisation que nous avons connue. D'après le scénario du jeu et de la série, il est estimé qu'environ 60% de la population a été contaminée par le cordyceps. Sur le territoire américain, ça correspond à des centaines de millions de personnes. À l'échelle du globe entier, on parle de milliards d'individus.
Heureusement, l'armée a dû bien s'en sortir, et on peut imaginer que leurs rangs n'ont pas été contaminés par le cordyceps. On peut supposer que le gros de leurs aliments soit fabriqué via un système différent de celui de la vie civile. Je pense que c'était effectivement le cas, car en dépit du chaos, l'armée a été assez réactive et a su endiguer ou préserver une partie de l'humanité en quantité assez élevée, notamment via ce que l'on peut voir dans le jeu ou dans la série. La zone de Boston paraît quand même très peuplée, même chose pour Kansas City. Si l'armée avait eu comme les civils 60% de pertes dans les premières heures de l'infection, jamais il n'aurait pu sauver autant de gens, et l'humanité aurait sans doute été définitivement balayée en quelques semaines. Grand maximum. Il n'aurait subsisté que certains foyers de population dans les recoins totalement isolés du monde, dans des zones autosuffisantes ou sur des îles complètement éloignées de tout. Mais pour combien de temps ? Sans l'intervention militaire, on peut réellement supposer que l'humanité se serait éteinte définitivement. Je connais pas assez le monde militaire pour faire des suppositions sur quel protocole ils auraient mis en branle en cas d'effondrement de la civilisation. Une chose est sûre, concernant les services publics, les pauvres ont dû se faire rouler dessus dès les premières heures. Mais littéralement, imaginez un peu les pertes colossales qu'il y a dû avoir dans les rangs des flics, des pompiers ou de personnel médical, à savoir tous les corps de métier qui ont été balancés en première ligne. Ouais, l'apocalypse cordyceps, ça démarre direct au level hardcore. On peut également imaginer la panique dans tous les services de défense nationale, avec des désertions en masse dans des secteurs clés, avec très peu de directives émanant des hautes sphères. On n'a aucune idée de ce qui a pu advenir du président et des hauts fonctionnaires de l'État. On peut bien sûr imaginer qu'une bonne partie d'entre eux sont morts à cause de l'infection ou à cause d'accidents en série. Imaginez un peu l'état des routes au moment de l'évacuation. On peut supposer que le personnel clé du gouvernement a pu être évacué en hélicoptère dans des zones sécurisées ou dans des bunkers. Mais compte tenu de la suite des événements dans le jeu et dans la série, on peut supposer que le gouvernement en place a dû être balayé dans sa quasi-totalité. Ce qui est, je trouve, assez peu réaliste sur ce coup-là. Les plus grosses villes ont dû tomber en l'espace de quelques heures, et on peut visualiser des kilomètres et des kilomètres de voitures s'agglutinant aux frontières des pays voisins. Et je pense que dans une situation pareille, des millions d'Américains tenteraient leur chance plus au nord et plus au sud. Et vice versa. Mais on va prendre l'exemple du Canada pour appuyer un peu plus un effet dramatique de la situation. Vous comprendrez pourquoi. Le fait que le Canada soit un environnement densément peuplé garantit forcément un risque moindre d'infection à grande échelle. Du moins dans les terres reculées, car dans les centres urbains hyper denses comme à Toronto, Montréal ou Ottawa, la situation est tout aussi catastrophique que dans les autres villes du monde entier. Et là aussi on imagine que des millions de Canadiens voudront sans doute voguer vers les États-Unis en urgence. Certains pour rejoindre leur famille, d'autres en vue d'atteindre le centre du pays, plus chaud et moyennement peuplé. Des millions de personnes qui tentent de traverser conjointement les deux frontières dans une panique absolue, avec des forces de police en sous-nombre dans un état d'alerte maximal et avec dans les rangs des réfugiés des milliers et des milliers de personnes déjà infectées par le cordyceps et en passe de se transformer complètement dans les minutes qui suivent. Dans la panique, certaines personnes devraient forcer le barrage et réussir à traverser les frontières qui sont désormais des passoires géantes, mais cela n'enlève rien au problème en place. On imagine bien que la plupart des gens présents dans ces lieux seront morts au bout de quelques jours. Est-ce que vous avez déjà lu le livre World War Z, le livre de Mel Brooks qui aura donné une adaptation au cinéma avec Brad Pitt en 2013, la même année que la sortie de The Last of Us, tiens. Le roman est un manuscrit fictif où un journaliste interviewe des personnes qui ont survécu après la guerre mondiale contre les zombies. Vous laissez pas influencer par son contenu qui paraît aussi perché que fantastique, sous ses airs de roman post-apocalyptique avec ses histoires de zombies, ce livre est en réalité bien plus froid et pragmatique que l'on pense. Le ton se veut réaliste et ça rend la chose d'autant plus terrifiante. Et il y a justement un passage dans le livre qui parle un peu de cette migration de population dans le Grand Nord canadien. Bon, ma lecture date un peu, en réalité, l'histoire devait sans doute se dérouler dans un coin froid et montagneux du côté des États-Unis, mais ça revient presque au même. On apprend que bon nombre de survivants ont tenté de partir vers le Grand Nord, pour échapper aux grandes villes infectées. Partir aussi loin dans des terres vierges serait un excellent moyen pour souffler un moment et pour se remettre de l'enfer des villes et des routes engorgées par des infectés et des soldats ayant ordre de tirer à vue sur tout ce qui paraît suspect. Or, ce n'est pas parce que l'on quitte un enfer qu'on arrive forcément au paradis. On peut juste quitter un enfer pour un autre. Et c'est exactement le cas de tous ces malheureux qui ont franchi les frontières du Grand Nord. Bien sûr, le livre met en avant les zombies classiques, le genre qui marche tout doucement et qui meurt seulement si vous leur explosez le crâne. Mais dans le cas du cordyceps, on peut imaginer un scénario à peu près similaire. Donc si je me rappelle bien, il expliquait que bon nombre de familles ont quitté les centres urbains pour les forêts du Nord. On peut imaginer des centaines de voitures familiales remplies à craquer de nourriture et de matériel. Certains ont même attaché des remorques pour y emmener leurs générateurs et des tentes géantes. Après des centaines de kilomètres pour se poser dans un coin sécurisé loin de toute infection et de tout centre urbain, les survivants ont pu élaborer des campements de fortune et en soi, les choses tournaient pas trop mal. Du moins au début. Même si l'homme reste primitif et prévoyant, évoluer durant des décennies dans une société de service a fini par extirper à l'homme ce dont il a précisément besoin dans ce genre de cas de figure, le sens pratique de la survie. Or, si bon nombre de gens ont eu le bon sens et la bonne idée de s'éloigner des zones les plus dangereuses, la plupart d'entre eux ont complètement oublié qu'ils ne sont pas conçus pour vivre dans un environnement aussi rude que celui qui s'annonce. Un monde sans électricité, sans internet, sans services publics, sans eau courante, sans moyens de production, sans pharmacie, sans médecins, sans magasins de libre-service.
Dans le roman, on apprend que des centaines de familles se sont réunies conjointement pour vivre dans une sorte d'autonomie au milieu des bois. De par leur stock de nourriture et d'énergie, ils avaient la garantie de tenir un moment. Mais ça, c'était sans compter les espoirs un peu trop enthousiastes du côté des survivants. Convaincus d'avoir échappé au pire et que les forces militaires viendraient à temps pour les tirer d'affaire afin de les emmener dans des zones sécurisées, avec des murs bien hauts et bien épais dans un endroit protégé avec d'autres rescapés. Dans une grande salle, avec électricité, couverture sur les épaules et bol de café chaud dans les mains. Les enfants courent en rigolant, les militaires ont l'air relaxés, tout ira très bien et la vie reprendra exactement comme on l'avait laissé avant. Bien sûr, ça n'arrivera jamais. Mais convaincus par leurs espoirs, des espoirs entretenus parmi tous les survivants, le gros de ces survivants n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, se rationner. Désireux de continuer à vivre comme avant, la bouffe est partie à une vitesse vertigineuse. L'essence à la base utilisée pour les véhicules serviront pour les groupes électrogènes pour produire beaucoup de lumière et de la musique. En l'espace de 2 semaines, le gros des vivres auront été complètement liquidés. De par le manque de nourriture évident, le manque d'énergie, couplé au fait que la plupart des gens n'ont aucune expérience dans des domaines aussi basiques que la chasse et la traque du gibier, les tensions vont commencer à grimper au sein des familles. Certaines qui s'entendaient super bien ont fini par se brouiller pour pas grand chose, mais ce n'est rien à côté de ce qui vient tout doucement s'inviter à la fête. Quelque chose que tout le monde avait plus ou moins prévu, mais pas à ce point-là, l'hiver. L'infection du cordyceps se déroule au cours du mois de septembre, à la fin de l'été. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans un camp de réfugiés en plein cœur des montagnes et des forêts du Grand Nord, juste dans les débuts de l'automne. Nos rescapés sont désormais pris au piège. Plus de nourriture, une baisse drastique dans les stocks de médicaments, couplée aux tensions entre les survivants qui désormais ne s'adressent la parole que pour troquer des piles électriques contre des boîtes de lait en poudre. Discrètement, certaines femmes sont réduites à offrir certaines faveurs en échange d'une boîte de conserve pour leur enfant. L'hiver s'annonce très rude, d'autant plus rude que ces gens sont au milieu de nulle part, et avoir des vêtements chauds ne suffit pas pour tenir le coup quand vous vivez en extérieur et que vous n'êtes protégé que par de la tôle et des toiles de tente. Vous avez déjà connu le froid, vous ? Perso, je trouve ça encore pire que la faim. Le froid vous agresse de partout et vous envoie des millions de signaux pour vous supplier de trouver un coin pour vous réchauffer. Vous vous sentez attaqué sur chaque millimètre de votre épiderme. Et même quand vous pensez trouver un coin confortable, quand vous êtes à bout de force, le froid ne fera que s'accentuer au milieu de la nuit et il viendra vous réveiller en vous mordant absolument partout. Et dans le froid extrême, vous devez en plus lutter contre le sommeil qui pourrait bien vous être fatal. Ces gens sont piégés, ils n'ont plus de nourriture, aucune connaissance utile pour la chasse, un hiver monstrueux qui s'annonce et surtout une impossibilité de pouvoir rebrousser chemin à cause du manque d'essence, inutilement gaspillé dans des générateurs. Des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes mourront les uns après les autres dans le Grand Nord silencieux. Imaginez un peu ces terres du Nord avec ces sapins, ces montagnes enneigées et ces milliers de cadavres de tout âge, partiellement en décomposition, recroquevillés et emmitouflés dans des vêtements, morts de faim au milieu d'un camp de fortune. Toutes les tentes sont déchirées, des voitures qui prennent la rouille, immobiles comme des rochers, avec le vent qui fait virevolter des pièces de vêtements usées et des paquets de chips vides et décolorés par les éléments. Sur chaque visage est inscrit une sorte de paix sereine intérieure, mais dans la réalité, tous ces gens sont morts dans la souffrance, dans la faim, le froid, la maladie et la terreur d'avoir vu mourir leurs proches les uns après les autres. Un spectacle morbide qui d'ailleurs restera figé comme tel pour l'éternité. Wow, c'est pas Jojo l'ambiance, n'est-ce pas? Et je pense justement qu'on va s'arrêter là au niveau des suppositions parce que croyez-moi, j'en ai encore tout un tas à vous sortir. Des scénarios avec des potentiels comme ça, vous pouvez à peu près imaginer ça partout. On peut imaginer des tas de réfugiés qui tentent de traverser le désert américain ou mexicain, avec tous les problématiques qui vont avec. J'ai parlé principalement de ce que pourrait produire une infection du cordyceps aux États-Unis, mais j'aimerais vouloir parler également de ce qui aurait très bien pu se passer dans des coins plus proches de nous. Comment on aurait pu gérer un truc pareil en Europe? Pour ce qui est de l'Angleterre, si vous avez déjà vu 28 jours plus tard, vous devez à peu près imaginer comment l'histoire aurait pu se terminer. On peut aussi partir du principe que tous les pays n'ont pas été infectés comme aux États-Unis, peut-être que la farine en provenance d'Indonésie ne concernait que les pays anglo-saxons, mais de par le flux continu de population via les avions et les transports routiers, on peut aisément imaginer qu'un Américain ou un Anglais ait pu ingérer un aliment infecté le matin, et puis se voir se transformer dans sa chambre d'hôtel à Paris ou à Berlin, reproduisant ainsi les mêmes effets partout. Pour moi, le seul pays d'Europe à avoir le potentiel de s'en sortir serait la Suisse, de par la formation militaire quasi obligatoire chez les jeunes, de par le fait que bon nombre de Suisses possèdent leur fusil d'assaut ou une arme de poing chez eux, sans oublier leur protocole très performant concernant les attaques nucléaires, car sachez que, durant la guerre froide, la Suisse a eu l'intelligence de creuser masse d'abris anti-atomiques dans les montagnes, permettant ainsi de loger un nombre très important de sa population en cas de guerre. On peut supposer que ce pays serait à la pointe pour au moins protéger un maximum la population durant les premières heures de l'infection. Même chose, imaginez un peu ce genre de scénario sur une île du genre l'île de la Réunion. Par chance, vous avez complètement échappé à l'infection sur votre île, mais tous les autres continents sont tombés, et vous savez très bien que plus personne n'ira vous chercher. Vous devez désormais vivre sur votre île, dans une sorte d'autarcie avec une approche ultra économe des éléments, où chaque pièce de vêtement, chaque pièce mécanique, chaque médoc, chaque lacet sera conservé précieusement, faute de moyens de production. Mais ça, on en parlera davantage dans un autre épisode sur la suite, sur justement ce qui s'est passé après la Outbreak, bien avant qu'on découvre Joel et Ellie dans le jeu vidéo. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, salut!